Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Steve Tréguier et Théophile Neuville qui sont à l'initiative du projet Barry Run. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Westrack. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Westrack. On va parler une nouvelle fois de votre périple puisque Théophile, tu étais déjà venu en parler en avril dernier pour parler du lancement du projet. Celui-ci a eu lieu récemment, du 11 septembre au 1er novembre 2021 et ce projet, c'est Barry Run. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous l'avez fait et en quoi il a consisté ? Alors ce projet est né pendant le premier confinement. À la toute base, en fait, ce personnage de Barry the Straw a été créé par un groupe de métal dans lequel je joue, qui s'appelle The Daily Thundering Concept, qui est en train de préparer un album qui racontera toute l'aventure d'un petit personnage en plastique, donc qui s'appelle Barry. Et autour de ce projet-là, on a eu tellement d'idées qui dépassaient complètement le périmètre d'un groupe de musique qu'on a créé une structure dédiée, donc qui s'appelle Barry the Straw, qui héberge différents projets artistiques et culturels pour faire la sensibilisation autour des problématiques environnementales au sens large. Donc parmi les différents projets que ça héberge, il y a ce projet donc de traverser de la France à pied, qui à la base devait être un projet purement solo de ma part, et quand j'ai commencé à m'attaquer à la préparation du truc, je me suis rendu compte que c'est une quantité de boulot astronomique. Donc c'est à partir de là que j'ai sollicité Théo d'abord pour m'aider sur la préparation, et il a été plutôt emballé par le projet jusqu'au point de me suivre finalement en vélo sur tout le périple. Et donc vous partiez le 11 septembre dernier de Dunkerque pour arriver à Perpignan le 1er novembre. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières au cours de cette aventure, des choses qui ne se sont pas déroulées comme prévu ? Déjà, pour commencer, effectivement, j'étais venu pour faire une interview en avril avec comme discours le fait qu'on partait fin avril jusqu'à juin. Finalement, on a été reconfinés, donc la première grosse difficulté, ça a été déjà de devoir décaler. C'est pour ça qu'on est parti en septembre. Ensuite, sur la route, on s'est confronté à pas mal de péripéties qu'on racontera au fur et à mesure. Mais on va dire que la principale, ça va être la condition physique pour commencer. Tout simplement, moi je me suis blessé dès le début, ce qui n'est pas forcément une grande victoire. Mais on a réussi derrière à s'adapter et à faire en sorte que je puisse repartir avec Steve quand il est arrivé au Havre, donc le 22 septembre. Et ensuite, on a fait la route du Havre jusqu'à Perpignan sans rencontrer vraiment de grosses problématiques. Quelques petites péripéties sur la route, mais vraiment rien de trop problématique. Rien qui a menacé le projet en fait. Non. Et comment se déroulaient vos journées ? Est-ce que vous aviez des rituels ou des habitudes ? On va dire que en gros, pour un trajet classique, Steve mettait entre 7 et 8 heures, et moi je mettais entre 2 et 3 heures à vélo. Donc ça me laissait le temps d'avoir 1h30 pour ranger le campement le matin, puis 1h30 pour le préparer en attendant que Steve arrive, et du coup on était calés sur des horaires communes. Les journées étaient plus ou moins articulées de la même manière. On avait une organisation assez bien huilée au fur et à mesure des jours. Donc en gros, moi le matin, donc on dormait au camping 90% du temps. Donc moi le matin, je me levais, je rangeais le plus gros de mes affaires et puis je partais à pied. Théo, lui, repliait le campement. Il partait un petit peu plus tard. Il prenait le vélo, donc on se croisait en général sur le temps du midi ou pas, en fonction des itinéraires qu'on prenait chacun. Et du coup, évidemment, Théo arrivait plus tôt que moi au camping, montait le campement, et moi j'arrivais plus tard, tout était installé, on mangeait, etc. Donc on avait ce rythme-là qui était assez bien huilé au fur et à mesure, et c'était le principal rituel, on va dire. Je crois pas qu'on ait de trucs... de ce que je me souviens, il y avait rien de particulier là-dessus. Et quelle a été la partie la plus difficile du trajet physiquement ? Alors je te laisse commencer, parce qu'on n'a pas forcément la même. Pour moi, si on compte du coup à partir du Havre, la partie la plus difficile, ce sera la sortie du Calvados et l'entrée dans la Suisse normande. C'est très vallonné et pour le coup là, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés physiques, notamment au niveau des genoux. Mais après, sinon, on va dire que peu importe l'endroit où on était, quand il y avait beaucoup de vent, c'était vraiment notre ennemi numéro 1. Ouais, et puis moi de mon côté, c'était forcément le moment à partir duquel Théophile a dû arrêter, parce qu'il a fallu s'adapter. Je me suis retrouvé avec un sac relativement lourd, une 30aine de kilos, et c'était tout au début du périple, donc le corps était pas du tout adapté. Il a fallu vraiment un bon moment avant de se mettre en route, et c'était donc sur la partie nord de la France, et bizarrement il a fait très très chaud, donc il y avait le sac très lourd, la chaleur, plus pas mal de dénivelé. Donc les premières étapes quand Théo a dû arrêter étaient vraiment les plus dures pour moi.
jusqu'au Havre finalement. De Dunkerque jusqu'au Havre, c'était vraiment le plus difficile, le temps de se mettre en route, quoi. Et on va parler un peu maintenant des actions que vous avez proposées durant ce périple. Quelles étaient-elles ? Alors l'idée de base était de proposer plusieurs événements, que ce soit principalement des conférences, mais aussi des ateliers type Cleaning Challenge ou ce genre de choses. Comme disait Théophile tout à l'heure, on a dû décaler ça. On devait partir au mois d'avril, donc il y avait pas mal de choses qui étaient programmées ou en cours de discussion. Et le fait de devoir tout décaler au mois de septembre, on s'est retrouvé à devoir tout remettre en place pendant l'été, redémarcher les écoles, etc. Donc ça n'a pas été chose facile. Donc on a beaucoup de choses qu'on devait faire qui ont été annulées, tout simplement. Mais malgré tout, on a réussi à faire quelques conférences. On est passé par le Havre, on a fait un nettoyage des quais aussi avec le hangar 0. Donc on a eu quelque chose organisé comme ça, enfin quelques événements formels, on va dire. Mais on a eu en parallèle de ça beaucoup de choses plus informelles, des rencontres qu'on a pu faire pendant les jours qui ont été libérés, etc. Donc ça a été, on a dû s'adapter là-dessus. C'était moins prévu que prévu pour le coup. Et voilà. Et puis on a eu quand même la chance d'organiser une belle conférence quand on était à Bordeaux avec une école qui s'appelle l'école Tunon, et où là on a pu vraiment mettre en place la conférence telle qu'elle devrait être dans les meilleures conditions, donc avec un public, avec des instants de questions-réponses, des débats autour des thématiques de l'environnement, de l'énergie plus particulièrement. Et donc vous avez dit que vous avez ramassé des déchets, et quels sont les déchets que vous avez trouvés le plus souvent sur votre route ? Alors les déchets, j'allais rebondir sur le Havre en particulier. Quand on a nettoyé les quais, c'était beaucoup d'emballages de fast-food essentiellement qui restent, et puis des emballages de fast-food qui étaient là depuis très longtemps, avec les barquettes de kebab qui commencent à se décomposer et partir en miettes dans tous les sens. Après sur ce qu'on a pu voir en cours de route, c'était principalement sans trop de surprise sur les bords des grands axes routiers, quand on était contraint de prendre des grosses départementales ou ce genre d'axes. Et on se retrouvait beaucoup avec des bouteilles d'urine, des emballages de nourriture la plupart du temps, et ce genre de choses. On a vu quelques décharges sauvages aussi, avec du mobilier, beaucoup. Mais voilà, c'est essentiellement ce genre de choses. Emballage de nourriture, et puis objets encombrants dont les gens se débarrassent dans la nature. Ils savent pas trop quoi en faire, ils les laissent dans une forêt, ils s'en vont. Sans grande surprise, ce qui reste le plus longtemps à un endroit, c'est du plastique et du verre. Le reste, le carton, au bout d'un moment, se décompose, même si ça prend du temps. C'est moins visible que des emballages plastiques, des papiers en plastique qui traînent sur la route, qui se prennent dans les branches et puis qui peuvent rester pendant plusieurs siècles. Et donc, pendant ce trajet, vous publiez beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram par exemple. Quel rôle les réseaux sociaux ont-ils joué durant votre périple ? Alors, ils avaient pour première ambition de tenir informé de notre parcours, ce qui a été plutôt bien fait. On a eu aussi, on a pu voir les retours des personnes qui nous suivaient. Ça nous a permis aussi de communiquer sur les actions qu'on allait mener. Et puis il y a eu aussi tout un rôle de soutien émotionnel et intellectuel de la part de nos proches ou de personnes qui suivaient le projet, qui nous encourageaient aussi à continuer quand ils pouvaient sentir que c'était difficile. Et pour finir, est-ce que vous avez d'autres projets pour votre association Bury the Straw ? Alors il y en a beaucoup. Alors on nous pose souvent la question si on va faire un autre voyage de ce type. Là on vient de rentrer il y a une quinzaine de jours, donc pour le moment on laisse un peu décanter ça. C'est pas du tout exclu que par la suite on fasse quelque chose de similaire. Là, comme on disait tout à l'heure, il y a pas mal de projets à côté. Il y a cet album du coup de métal qui sortira en janvier, donc de The Daily Thundering Concept, qui s'appelle Almighty Men. Et on a des choses à côté qui sont en train de se créer, type des expositions, des podcasts radio, enfin voilà, ce genre de choses qui sont pour le moment en préparation, mais qui verront le jour a priori début 2022. Très bien, il me reste à vous souhaiter bon courage pour vos futurs projets. Et merci encore une fois à vous deux d'avoir accepté cette interview, et félicitations pour la réussite de votre défi. Merci. Merci beaucoup.